Bonjour, honorable assistance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Très heureux de vous accueillir au 4e webinaire dont l'intitulé est l'organisation, la santé, organisation de la santé et la sécurité en la COVID-19. Donc, faisant suite aux 3 précédents webinaires, nous continuerons dans cette lancée pour toucher un ensemble, je dirais, de thématiques qui ont un lien direct avec je dirais, cette situation que vit l'Algérie par les autres nations et son impact sur l'organisation, le fonctionnement des entreprises, les employés aussi, pour, je dirais, apporter les éclaircissements qu'il faut dans le cadre des missions de service public qu'assure l'Institut national du travail. Ce webinaire sera animé avec moi par notre ami Dr Warek, médecin du travail, que je laisserai tout à l'heure se présenter. Notre ami aussi Kinan Rachid, inspecteur régional du travail à Annaba, la circonscription d'Annaba, donc il a quand même 4 ou 5 wilayas sous sa coupe. Il présentera son tour. Donc, sans trop tarder, je céderai la parole directement à Dr Warek. Dr Warek, à vous la parole. Merci, M. Dridi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, c'est le Dr Warek, je suis médecin du travail et actuellement consultant, formateur en santé au travail au niveau du INT, entre autres. Alors, la prévention des risques professionnels et la santé et la protection de la santé des travailleurs doit être une préoccupation majeure de l'employeur. Pour atteindre cet objectif, l'employeur doit se doter d'une organisation dynamique afin de satisfaire et sous obligation légale, mais aussi la nécessité d'une prise en charge optimale de la santé, de la sécurité des travailleurs et de la protection de l'environnement. Alors, la prévention des risques professionnels se construit par des techniques de management. On parle effectivement de management des risques, on parle de système de management, on parle d'évaluation des risques et tout ça. Dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire, avec l'implication de tous les acteurs concernés, d'un dialogue social permanent, et c'est là, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur. La protection des travailleurs sur le lieu de travail est un droit consacré par la Constitution algérienne. Alors, l'ancrage juridique fait par la loi 88-07 du 28 janvier 88 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, qui a fixé un certain nombre de dispositions que l'employeur, quel que soit son secteur d'activité, c'est-à-dire y compris la fonction publique, et quel que soit son statut, privé, public, petite entreprise, moyenne entreprise, doit mettre en place pour assurer aux travailleurs les meilleures conditions en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Alors, parmi toutes ces mesures, nous citerons les organes de prévention que l'employeur doit mettre en place et doit installer dans son entreprise, et dont d'ailleurs l'organisation et les attributions sont fixées par voie réglementaire et un certain nombre de textes réglementaires qui fixent ces organes. Je citerai en premier lieu la commission paritaire d'hygiène et de sécurité. Si l'effectif de l'entreprise est supérieur à 9 travailleurs en CDI. Et si l'entreprise est organisée en plusieurs unités, on aura des CPHS, unités, et qui doivent être installées. La deuxième organe important, ce n'est pas un organe, c'est un préposé à l'hygiène et à la sécurité, qui est assisté de 2 travailleurs. Et ce préposé à l'hygiène et à la sécurité assisté de 2 travailleurs est désigné par l'employeur si l'effectif est supérieur à 9 travailleurs en CDI. Par contre, quand effectivement l'entreprise a moins de 9 travailleurs, il est obligatoirement désigné par l'employeur un préposé permanent à l'hygiène et à la sécurité. Alors, quand l'entreprise est un peu plus grande, ça veut dire qu'il y a un effectif qui est supérieur à 50 travailleurs, l'entreprise doit se doter d'un service d'hygiène et de sécurité qui est une structure organique. Par ailleurs, et parallèlement à tout ça, l'entreprise, quel que soit son effectif et son statut, doit organiser une activité de médecine du travail
effectivement, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais par des conventions, par l'organisation des services autonomes, etc. En plus, effectivement, de ces organes au niveau de l'entreprise, il existe un organe qui doit être mis en place quand il s'agit d'un projet, c'est-à-dire quand il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur le même endroit durant une période donnée. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le comité interentreprise d'hygiène et de sécurité, qui est obligatoirement institué. Alors, l'employeur doit par ailleurs établir un programme de formation et d'information en matière de prévention des risques professionnels destinés à tous les travailleurs de l'entreprise, notamment les jeunes travailleurs, les nouveaux travailleurs, les travailleurs qui reviennent après un accident ou une maladie, etc. Et donc, ça, c'est extrêmement important puisque la formation et l'information est un droit et un devoir pour le travailleur. Alors, afin de respecter ces obligations légales en la matière, la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail a imposé à l'employeur de fixer dans le règlement intérieur de l'entreprise les règles relatives à l'hygiène et sécurité. Là, il montre effectivement non seulement sa responsabilité par rapport à ça, mais ses obligations légales. Durant cette crise sanitaire, et pour permettre la continuité de l'activité et ou sa reprise dans le cadre du déconfinement, en toute sécurité, les autres instances du pays ont émis des recommandations au travers des décrets exécutifs émanant de M. le Premier ministre et des instructions et des notes du ministère de la Santé de la Population de la Réforme hospitalière, notamment la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé, à l'effet de limiter la propagation du virus de la COVID-19 et limiter bien sûr les contaminations. Toutes les recommandations préconisées, parmi lesquelles un certain nombre de mesures, réduction des effectifs dans les unités de travail, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, organisation du transport du personnel, de la restauration, etc., doivent être mises en œuvre au niveau des entreprises, avec bien sûr au préalable une évaluation du risque sanitaire. En plus de l'organisation existante et ou à créer, parce qu'on remarque qu'effectivement, beaucoup d'entreprises n'ont pas les organes nécessaires et n'ont pas une organisation adéquate. La mise en œuvre de ces recommandations peut-être nécessiterait la désignation de ce qu'on appelle un référent Covid, quand cela est possible, ou carrément d'un infirmier référent Covid. Le référent Covid aura pour tâche de gérer toute l'organisation qui sera mise en place sous la responsabilité, bien sûr, de l'employeur, et sera l'interface avec tous les acteurs de la prévention, et notamment le service de médecine du travail, et il sera effectivement l'interface par rapport aux institutions. L'employeur peut, en cas de besoin, demander des avis aux institutions de l'État, outre l'Institut national du travail qui organise ce webinaire, et en ce qui concerne le droit du travail, je citerai effectivement l'Institut national de prévention des risques professionnels et l'Office de prévention dans le BTPH, ce sont des institutions sous tutelle du ministère du Travail, de prévention, et qui peuvent être d'un apport certain. Enfin, je terminerai ce petit laïus pour dire que le contrôle de l'application de toutes ces dispositions législatives et réglementaires est du ressort de l'inspection du travail. Il y a avec nous d'ailleurs M. Kinan, inspecteur régional du travail, qui pourra probablement en parler. M. Kinan, à vous la parole. Merci, Dr Warek. Monsieur Kinan, à vous la parole, si vous nous écoutez. Merci, M. Delidi. Merci à toi, mon cher médecin, Dr Warek. Nous sommes aujourd'hui sur d'actualité d'ailleurs, qui traite donc à tout ce qui touche à la santé du travailleur, notamment cette situation multiple et notamment sanitaire, qui est le Covid. Du travail depuis de mars a un petit peu de ses actions et ses missions pour s'accentuer ou se prendre en charge d'une façon meilleure
problèmes liés au Covid-19. Nous avons eu dans l'étape, il y a eu l'étape de totale des grandes et moyennes entreprises. Je pense que notre ami Rachid nous a quittés. Docteur, si vous permettez, avant d'évoquer quelques points, je tiens quand même par souci d'équité remercier nos amis d'Emploatic, la team d'Emploatic qui est en partenariat avec l'INT pour leur disponibilité. Touché. Son président directeur général, Jafar, que je remercie. On reviendra vers vous dans un petit moment, Monsieur Kinan. Je ne m'omettrai pas aussi de remercier nos amis de Legal Doctrine aussi qui nous accompagnent avec un partenariat quand même qui va être, je dirais, solide et qui va dépasser un petit peu les limites territoriales algériennes. Donc, on sera un petit peu vu sur quand même 12 pays africains. C'est une excellente chose pour, je dirais, pour l'expertise algérienne, pas spécialement pour l'INT, mais pour le savoir et l'expertise algérienne. Donc, à travers l'intervention des uns et des autres, nous pouvons aussi apporter des éclaircissements dans le domaine lié aux relations de travail, je dirais le cœur de métier de l'établissement. Donc aussi, je n'omettrai pas aussi de remercier l'ensemble des consultants qui ont tout le temps été disponibles à l'appel de l'INT, que ce soit sur le plan, je dirais, en visioconférence ou en télétravail ou disponible même ici. Donc, merci à toutes et à tous. À nos participants aussi qui ne cessent de participer à l'ensemble des webinaires déjà lancés. Donc, merci à vous tous. Sans tarder, je repasse la parole à notre ami M. Kinan. À vous la parole, M. Kinan. Merci, M. Delidi. Donc, vous avez constaté que de temps en temps, il y a un souci donc, de coupure momentanée. On est en train donc de rafraîchir un petit peu la liaison Internet. J'espère que ça ne va pas donc perturber le déroulement du débat et du partage. Je disais tout à l'heure que l'inspection du travail a essayé à travers la mise en place d'un programme spécifique au niveau de l'inspection générale du travail, administration centrale nationale de l'inspection du travail, qui a pour objectif de se concentrer sur la mission d'assistance d'accompagnement. Il demeure entendu que pour l'inspection du travail, l'objectif principal, c'est de prendre en considération la santé et la sécurité du travailleur, et en particulier à l'occasion de la reprise progressive au travail que nous avons donc constaté à partir pratiquement du mois de fin mai, début juin. La notion donc de la prévention des risques professionnels, et comme l'a si bien dit notre ami Ouarek, est basée en particulier sur, de mon point de vue, la notion de l'organisation. L'entreprise est tenue pour ses objectifs, est tenue d'avoir une organisation et surtout une bonne organisation. Il s'agit de rappeler à cette occasion que dans l'organisation du fonctionnement de l'entreprise, prendre en charge l'aspect du commerce, le commercial, le marketing, la production, etc. Il y a dans l'organisation globale de l'entreprise le créneau de l'organisation de la sécurité au travail. Cette organisation se fait tant bien que mal à travers des mécanismes. Dr Waik a souligné tout à l'heure un mécanisme de management de la
travail connues depuis plusieurs années. Il y a certaines qui s'inscrivent sous le sceau des normes internationales, telles que les normes de l'Organisation internationale du travail, mais il y a également d'autres référentiels, d'autres normes de référence dédiées également à la santé et sécurité au travail. C'est une organisation qui permet à l'employeur, comme étant un objectif principal, d'abord de se conformer à la réglementation nationale. Elle a été rapidement rappelée par nous avons donc un nombre très important de législatives, réglementaires, à commencer par le cadre, la loi cadre de la 88, la loi 88-07, qui est en fait la loi principale sur les médecines du travail. Donc, les techniques de management permettent d'abord à l'employeur de se référer à ce référentiel juridique légal, de se conformer donc aux dispositions, mais aussi de mettre en place à travers un nombre de mécanismes internes des procédures de gestion de la santé et sécurité au travail. Nous allons certainement rappeler la notion que nous avons soulignée rapidement la dernière fois de la responsabilité. Il y a pour nous, à l'inspection du travail, cette notion de responsabilité pénale de l'employeur. Il faudrait rappeler d'abord que la responsabilité pénale est la responsabilité du chef d'entreprise, c'est-à-dire du manager principal. Il lui appartient, ou il appartient à ce responsable principal, de choisir ses collaborateurs. À travers le choix de ses collaborateurs et responsables, il y a également, à travers cette notion, le partage de la responsabilité du manager principal. À travers donc l'attribution de certaines missions à ses cadres dirigeants, notamment ses collaborateurs, il s'agit en quelque sorte de se partager également cette responsabilité. Rapidement, pour dire que tous ces mécanismes et instruments de gestion renvoient les parties ou les acteurs, en particulier le responsable principal de l'entreprise, à cet objectif d'assurer un travail en sécurité et d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dr Warak a rappelé tout à l'heure qu'il y a donc dans les mécanismes et instruments de management de la santé et sécurité au travail, il y a bien entendu les différentes commissions. Il y a partage qui va passer spécialisé en santé et sécurité de travail d'une part, mais aussi aux travailleurs à travers leur si vous permettez, d'abord d'assurer la santé et sécurité du travail. Oui, M. Didi. Si vous permettez, M. Kinan, nous avons déjà deux questions. Donc, une première question Oui. de la part d'une participante. Donc, le port de la bavette sur le lieu de travail est-elle une obligation? Quelles sont les procédures qu'un directeur d'une entreprise doit entreprendre afin d'appliquer cette obligation? Deuxième question, ce qui est important, c'est les mesures de la part d'une... Oui, docteur, vous souhaitez répondre avant qu'on continue? Oui. Allez-y. Oui, oui. Je pense que je vais répondre à la question de Dr Zah
En fait, si on voit, c'est vrai que le port de la bavette est obligatoire, donc il faut une évaluation de façon du risque sanitaire par rapport à ça. Oui, Mais il faut savoir que dans le plan de déconfinement proposé par Monsieur le Premier ministre, il a été bien spécifié que toutes ces actions doivent être intégrées dans le règlement intérieur de l'entreprise. tout à fait. C'est-à-dire que dès lors où on intègre effectivement ces données dans le règlement intérieur, donc il y a pour le travailleur des droits et des obligations. Droit à la protection, mais aussi des obligations par rapport à ce qui doit se faire. Donc il peut être effectivement sanctionnable, j'allais dire. Voilà. Très bien. Une autre question de la part de notre ami Awichet. Ce qui est important, c'est les mesures urgentes à prendre durant la pandémie. Je pense que c'est une remarque. L'organisation du travail, les mesures à prendre pour sécuriser les travailleurs. L'employeur n'a pas le temps de tergiverser. Monsieur Kinan, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Kinan? Docteur, qu'est-ce que vous en pensez Oui. sur la remarque de notre ami Awichet? Oui. Non, moi je pense que Madame Ahuichet, que je salue d'ailleurs, effectivement est pertinente. D'ailleurs, tout ce qu'on est en train de dire, justement, c'est pour permettre à l'employeur de mettre en place ces mesures d'urgence. Il y a effectivement, quand il y a une organisation dans l'entreprise, donc qui est déjà bien définie, bien établie, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit, demandé, toutes les recommandations qui vont être mises en place vont se greffer à cette organisation. Et c'est pour ça d'ailleurs, dans la proposition, je vais parler un peu d'un référent Covid éventuellement. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une organisation qui est mise en place, tout ce qui va venir va se greffer à cette organisation. Le gros problème actuellement, c'est quand les entreprises n'ont pas d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, et qui n'ont pas pensé jusqu'à maintenant mettre en place toutes ces. Alors à ce moment-là, ça va être effectivement difficile. Mais sinon, tout est dit effectivement dans les instructions du ministère de la Santé, effectivement, avec l'apport des acteurs, notamment le médecin du travail, qui est quand même le conseiller privilégié en matière de santé et sécurité au travail de l'employeur, va effectivement, il y aura avec l'équipe qui aura été mise en place de pilotage, effectivement, mettre en place toutes ces procédures-là dans l'urgence, effectivement, hein, même si, effectivement, on a l'impression que c'est quelque chose de très difficile, mais quand l'entreprise est bien organisée, les choses sont un peu plus faciles, effectivement, un peu plus difficiles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on insiste beaucoup par rapport au chef d'entreprise, justement, cette organisation, si elle n'a pas été mise en place, et profiter effectivement durant cette période de la mettre en place. Voilà. Donc merci, effectivement, ça c'est. Mais tout ce tout doit être mis en place et prévu par toutes les instructions qu'on a reçues du ministère de la Santé ou bien effectivement par rapport au décret qu'on a eu. Voilà. Tout à fait, je pense. S'il y a quelque chose à rajouter. Merci, docteur. Je pense que même cette pandémie nous a permis aussi de voir qu'un ensemble d'entreprises ne dispose pas de certaines, je dirais, dispositions internes qui sont obligatoires et régies par la réglementation. Pour leur faciliter peut-être les réactions par rapport à telle ou telle situation. Le règlement intérieur étant absent, convention collective étant absente, donc je ne parle pas des commissions habilitées à assurer tel ou tel. Donc c'est une occasion aussi pour nous de lancer un appel en direction des employeurs. Les textes de la République sont clairs dans ce sens. Je pense qu'il est grand temps de se conformer, de mettre à jour je dirais, c'est la documentation qui régit les relations de travail entre employeurs et employés. Donc, nous insistons à chaque fois
nous assurons aussi, comme l'avait si bien dit notre ami docteur Warek, l'Institut national du travail assure les missions de service public. Nous sommes là aussi pour conseiller, pour assister et aider à chaque fois que les services de l'INT sont sollicités. Donc, je reviens aux questions. Euh, une question a été posée, est-ce que l'air conditionné est autorisé au niveau des entreprises? Docteur. Ça, c'est un grand débat par rapport justement à l'air conditionné, effectivement. Mais tout dépendra. Là, c'est pas clair parce que chaque jour, on a des informations, effectivement. Mais généralement, tout dépendra des systèmes qu'on a mis en place. De toute façon, le système centralisé a toujours posé des problèmes de santé, même avant la COVID-19. Par contre, effectivement, il y a certains systèmes de ventilation et tout ça qui, d'après certaines études, ne poseraient pas de problème. Par contre, on demande toujours aux gens d'aérer le plus souvent, c'est-à-dire qu'en fait, d'essayer d'avoir effectivement de l'air qui circule, pas à l'intérieur, mais plutôt aéré vers l'extérieur. Donc, on privilégie l'aération naturelle, mais en dehors, effectivement, il y a ce qu'on appelle les split systems et tout ça, qui peuvent effectivement poser des problèmes, mais quand on aère, quand on ouvre, effectivement, quand on fait les choses convenablement, je pense que les choses... voilà. Le système centralisé, et les systèmes centralisés ont toujours posé des problèmes avec certaines effectivement, maladies qui ont pu exister effectivement par rapport à ça. Donc, de préférence, si on peut ne pas l'utiliser, tant mieux, mais si on doit l'utiliser, je pense qu'il faut toujours aérer, effectivement, pour que l'air sorte, ne tourne pas à l'intérieur, effectivement, de l'édifice. Voilà. Merci, docteur. Une autre question. Donc, en cas de découverte d'un cas ou de deux de Covid au sein de l'entreprise, est-ce que l'employeur doit fermer l'entreprise pour procéder à la désinfection des locaux? Donc, si vous permettez, je rajouterai une autre question. Sur le plan légal, quelle est la place du télétravail, travail à distance? La question englobe les conditions, les exigences de l'employeur, les horaires, le pointage, l'assurance santé du travail. Voilà, deux questions. Je pense une pour vous, docteur, et une autre pour notre ami Rachid. Oui, pour donner un peu de souffle. Par rapport au... Respirez un petit peu, docteur. Sauf sur le plan réglementaire, le télétravail n'est pas encadré. Actuellement, il n'y a aucune législation d'encadrement des relations de travail dans le cadre du télétravail. Il demeure entendu que l'employeur essaye de mettre en place des mécanismes tout à fait internes. La réflexion ne fait que commencer en Algérie sur le thème du télétravail. Dans le télétravail, il y a toute une configuration particulière de la relation de travail. Il y a de nouveaux risques professionnels. Donc, mais c'est un chantier, et je pense qu'il va être ouvert, ne serait-ce que pour mettre en place un minimum de réglementation pour assurer la protection du salarié dans le cadre du télétravail. Vous savez que ne serait-ce que par rapport à la notion de la... il y a beaucoup d'employeurs qui ont fait appel à cette formule. Et donc, on ne sait pas quelles sont les heures de travail effectuées par le salarié à ce titre-là, quelles sont les conditions lorsqu'il s'agit d'une nouvelle relation de travail. Mais il est certain qu'au niveau de l'inspection du travail, c'est une formule donc qui a été essayée et qui a donné beaucoup de résultats. On souhaiterait, bien entendu, dans le cadre du nouveau code du travail, que cette formule de relation de travail puisse avoir une position réglementaire.
toujours en tête la question? Oui, 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 je vais, par rapport à éventuellement, j'ai vu en cas de découverte d'un cas de Covid, éventuellement. Oui, oui. De toutes les manières, alors là aussi, c'est extrêmement intéressant d'avoir j'allais dire, un référent Covid. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui a des symptômes au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un qui a eu des symptômes chez lui. De toute façon, il y a des procédures pour l'une et pour les autres, pour l'autre. Si effectivement il a des symptômes au niveau de l'entreprise, d'abord on va le doter d'une bavette et on va l'orienter effectivement d'une bavette chirurgicale de préférence et l'orienter effectivement vers la structure Covid. Et puis après, bien sûr, il y a tout un protocole d'une enquête qui va être mis en place par le service de médecine du travail et par le service de prévention, effectivement, par rapport à ça. L'employeur n'a pas à fermer l'entreprise. Il va appeler effectivement les entreprises compétentes en matière de désinfection, désinfecter le poste de travail, effectivement certaines parties communes où le travailleur s'est déplacé. Maintenant, s'il effectivement il a été malade chez lui, donc il est orienté effectivement probablement au niveau des structures de santé. Et là aussi, il y a une enquête qui va être déclenchée et par le service de prévention, le CMEP, et par le service de médecine du travail, effectivement. Et donc, voilà, grosso modo, c'est des procédures qui sont bien édictées par les instructions et les notes du ministère de la Santé. C'est pour cela que je dis toujours que c'est extrêmement important d'avoir une relation avec si on n'a pas de service de médecine du travail, bien sûr, sur place, avec le service de médecine du travail qui nous prend en charge et qui peut nous orienter. Et là aussi, j'insiste beaucoup, même si effectivement le référent Covid n'existe pas dans la réglementation algérienne, hein, donc on peut le mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est important. Il y aura effectivement quelqu'un qui va s'occuper effectivement de tout ça, avec effectivement les différents intervenants. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais c'est du technique, hein, donc ça c'est quelque chose. Mais on ne va pas fermer. Une autre question de la part de M. Mohamed Najib Talbi. Quelle est la conduite à tenir par l'employeur face aux mesures d'interdiction de circulation entre wilaya et comment positionner administrativement le personnel concerné par ces mesures? Notre ami Rachid, si vous êtes à l'écoute, je pense que c'est des cas qui se sont posés, j'imagine. Oui, c'est l'une qui revient à chaque question fois. Qui revient à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un obstacle vraiment important dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, nous l'avons rappelé la dernière fois avec notre ami Nasruddin, le travailleur est en absence. Que je salue. Oui, que nous saluons tous. Notre ami Nasruddin. Donc, dans une situation justifiée. Monsieur Kinan. Il y a un problème de connexion. Apparemment, oui. Bon, le temps qui revient, donc on passe à une autre question. Docteur, donc, dans le cas de découverte de cas suspects, est-ce que l'employeur doit exiger à l'employé suspect et est-ce que la réglementation volontairement le congé de maladie pour susciter sera pris en charge par la CNAS en matière de remboursement? Bien sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, de toutes les manières, je vous ai dit qu'il y a des protocoles qui sont bien mis en place et tout ça, qu'effectivement le médecin va mettre l'intéressé en arrêt de travail et effectivement, il va être pris en charge. Hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hein, donc, c'est un arrêt de maladie et dans le cadre d'une situation exceptionnelle. Donc, en plus. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. J'ai un employeur qui oui. On revient à vous, de M. Kinan. Hein. Désolé encore une fois. Pour compléter, et puis je vais essayer d'être rapide.
le salarié qui n'a pas pu rejoindre son poste de travail, son lieu de travail, pour manque de moyens de transport, le protège de la raison ou du motif de l'absence. Maintenant, sur le plan juridique, notre professeur l'a rappelé la dernière fois, l'employeur est en droit de ne pas payer un salarié qui n'a pas effectué de tâches, qui n'était pas présent sur le lieu. Mais là, je voudrais rappeler uniquement que nous sommes dans une situation exceptionnelle, pratiquement dans la force majeure. Nous avons un dispositif juridique public, privé, public et privé, mais aussi le secteur de la fonction publique, à prendre en charge les salaires des travailleurs à l'occasion donc des payés, mais aussi à prendre en charge le transport des travailleurs qui ne peuvent pas se déplacer sur les lieux de travail. Donc, c'est vrai que nous avons une disposition dans la 90-11 qui n'oblige pas l'employeur à verser une rémunération pour une situation non travaillée. Nous sommes dommage, vraiment dommage, notre ami Kinan. Docteur Ouarak, Allez, il va reprendre. Oui. Si vous permettez, notre ami Yassine Fouded évoque la norme internationale ISO 45001 de 2015 relative à la santé et sécurité au travail. Norme qui a remplacé la norme SAS de 2001. Est-ce qu'on peut évoquer quelque chose par rapport à ça? Oui, ben oui, de toute façon, la norme ISO 461, c'est la première norme ISO en matière de santé et sécurité au travail. Tout à l'heure, M. Kinan avait parlé effectivement des normes de l'OIT, donc ILO LAOH 2001. Et puis, effectivement, pendant des années, il y a eu ce qu'on appelait un référentiel, en fait, au CHAS 18001, qui jusqu'à pratiquement mars 2018, avec effectivement cette nouvelle norme. Bien sûr, beaucoup d'entreprises maintenant sont passés à cette norme. En tout cas, ceux qui étaient déjà certifiés, en tout cas qui avaient un système de management par rapport au référentiel au chasse, sont en train de passer effectivement, puisque le délai pour passer à l'ISO 45001 est 2021. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut en parler? C'est une norme effectivement qui est mise en place par l'employeur. Mais il faut savoir que effectivement la norme c'est plus que la réglementation, c'est-à-dire qu'en fait il y a d'abord l'application de la réglementation effectivement. Après bien sûr quand on a mis en place un système de management par rapport à ça, effectivement on a des procédures qui ont été mises en place et tout ça. Voilà. Maintenant c'est vrai que c'est pas le sujet du webinaire, mais pourquoi pas bien sûr. Voilà. Merci. Je remercie également notre ami Khoureich qui vient de répondre à une question. Le travailleur qui ne peut rejoindre son travail est en absence justifiée non rémunérée. L'employeur ou les partenaires sociaux ne peuvent légalement décider de maintenir cette rémunération. Donc, on revient aussi, comme je l'ai déjà évoqué, à la convention collective, aux accords collectifs et au règlement intérieur qui définissent un petit peu certaines situations. Aujourd'hui, on demande aux employeurs de mettre à jour leur règlement intérieur, certaines conventions collectives pour être en diapason avec la situation actuelle. Monsieur on a bien noté. Oui, mon ami. Je pourrais faire lecture de l'article qui a été rappelé par notre cher professeur. Oui. Il s'agit donc de la loi 90-11
sur les relations de travail. En fait, l'interdiction de verser un salaire pour une période non travaillée, dans la même disposition réglementaire 90-11, nous renvoie à une exception. Alors, l'exception de dire que, sauf lorsque la législation, la réglementation le prévoit ou prévoit autrement. Donc, nous sommes dans une période qui est gérée d'un point de vue d'ordre absolu. Les pouvoirs ont mis en place donc un dispositif particulier pour prendre en charge une entreprise peut éventuellement, à travers un accord collectif, décider de verser une rémunération qui peut être appelée autrement au lieu de dire salaire. Ça va être une compensation, une indemnité, notamment dans le cadre des situations de chômage technique qui sont fixées dans un accord collectif. Tout à fait, M. Kinan. Un employeur souhaite savoir par rapport au congé exceptionnel, il a besoin de ses assistantes. Et ces deux assistantes sont quand même libérées par rapport aux dispositions du congé exceptionnel, notamment pour les femmes enceintes et les femmes élevant des enfants en bas âge, de moins de 14 ans. Est-ce que c'est possible de les convoquer pour reprendre le travail? Une autre question aussi posée par notre ami Jamaoui. Est-ce que le Covid-19 est reconnu comme maladie professionnelle? Docteur, pour ce qui est du... Alors, pour cette question-là, pour l'instant, effectivement, le Covid-19 n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Alors, effectivement, le Covid-19 n'est pas pour l'instant reconnu comme maladie professionnelle. Et d'ailleurs, il y a tout un travail qui est en train de se faire justement par rapport à ça, par rapport à cette reconnaissance. Le Conseil scientifique de la Société algérienne de médecine du travail a fait effectivement un écrit par rapport à ça. En fait, dans les tableaux de maladies professionnelles, on a un tableau qui existe déjà. C'est effectivement les maladies infectieuses du personnel de santé, effectivement, qui donc demande effectivement de ce tableau de maladies professionnelles. Je parle du personnel de santé, précise. Personnel de santé, c'est-à-dire celui qui est en contact, effectivement. Précision de taille. Actuellement, les confrères. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Maintenant, j'ai vu, par exemple, je parle, ça c'est pour les maladies professionnelles. Maintenant, j'ai vu une question par rapport à peut-on déclarer effectivement en accident de travail un employé atteint de Covid dans les lieux de travail. Je pense qu'effectivement, si c'est un contact professionnel, c'est possible. Quand je dis si c'est un contact professionnel, c'est-à-dire que si quelqu'un, effectivement, au niveau de l'entreprise était malade, effectivement, on peut déclarer le sujet comme accident de travail. Voilà. Mais pour les maladies professionnelles, c'est un débat actuellement au niveau national, notamment par rapport effectivement au personnel de santé et peut-être les personnels qui sont en contact. Je parle de la protection civile, je parle de ceux qui sont effectivement sur le terrain, au contact permanent avec les malades. Voilà. Très bien. Oui, il y a une question pour vous. Il y a un problème de... Oui. Le test sériologique peut-il être pris en considération par l'employeur pour statuer sur les cas suspectés de Covid-19 et mettre en congé de maladie ces derniers pour confinement à domicile? En la mise en congé de maladie, là aussi, c'est une question technique. En fait, maintenant, on peut débattre sur les tests sérologiques. C'est un débat extrêmement riche parce qu'actuellement, le seul
j'allais dire, test qui est, pour le diagnostic, je parle, c'est la PCR, mais effectivement, le test sérologique qui commence un peu à se mettre en place, y compris dans les laboratoires privés. Là, il y a un grand débat par rapport à ça, parce qu'effectivement, ils peuvent nous apporter certaines informations, mais pas, ils peuvent nous orienter, mais pas tout. Donc, c'est du domaine technique. En fait, ça, c'est effectivement, si le médecin, quel que soit le médecin, en tout cas celui qui prend en charge de ce malade, décide que c'est un malade, il va le mettre en arrêt maladie de toutes les manières. Voilà. Par contre, j'ai vu le confinement systématique des sujets de contact n'est pas d'actualité. S'il y a un cas Covid dans une entreprise, il y a une évaluation du risque qui est faite par le médecin du travail, par les référents Covid éventuellement, effectivement. Et là, si les gens sont bien protégés, qu'ils ont effectivement la distanciation physique, qu'ils ont le masque et tout ça, le confinement systématique n'est pas quelque chose d'utile. Voilà. Il sera fait au cas par cas. Voilà. C'était juste pour répondre à une question qui était là aussi. Merci, par rapport docteur. au confinement. Monsieur Kinan, Oui. si vous permettez, l'intégration des mesures de prévention et de lutte dans le règlement intérieur signifie-t-il un amendement de ce dernier ou tout simplement une note de service? Aussi, quel est concrètement le rôle de l'inspecteur du travail dans ce cadre et son ancrage juridique, s'il vous plaît? Une question posée par notre ami Aoun Srir. La révision intérieure a été l'une des mesures prises, des décisions prises par Monsieur le Premier ministre lors de son l'avant-dernier Conseil des ministres. Donc, il y a eu rappel acquis de droit, notamment au service d'inspection du travail, d'inciter les employeurs à revoir le règlement intérieur. Pour deux raisons. La première est que ce risque est inconnu. Donc, risque inconnu, mesure de prévention absente. Donc, l'entreprise n'a pas mis en place son système d'évaluation pour qu'elle puisse mettre en place des mécanismes de réaction rapide. Dans le règlement intérieur, et la première, donc, je disais qu'elle concerne la situation actuelle, qui permet à l'entreprise de mettre à jour un petit peu sa réglementation interne. Mais la deuxième raison qui est la plus importante, c'est que le chapitre hygiène et sécurité, d'une façon générale, n'a jamais été pris en charge sérieusement par les employeurs à travers les règlements intérieurs. Donc, c'est une occasion, justement, qui est là pour que ce règlement intérieur puisse prendre en charge le volet de la santé et sécurité d'une façon sérieuse et par la même occasion prendre en charge ce risque, ce nouveau risque qui tue des personnes, donc un risque très grave et dangereux. La formule étant très simple, il s'agit de mettre en place un avenant au règlement intérieur, de le déposer après l'avoir soumis aux représentants de travailleurs pour avis, de le déposer pour étude et approbation auprès de l'inspection du travail territorialement compétente et ensuite auprès du greffe du tribunal compétent pour simple enregistrement. On peut également profiter de cette occasion pour revoir l'ensemble du règlement intérieur et par là mettre en place un nouveau règlement intérieur pourvu que les dispositions préliminaires ou finales disent clairement que annule et remplace le règlement, etc. Donc, on peut mettre en place un nouveau pour annuler l'ancien, comme on peut mettre en place uniquement un avenant au règlement intérieur pour l'inclure dans le règlement intérieur initial. Les missions de l'inspection du travail actuellement se fixent sur l'aspect assistance et conseil. Nous avons donc un nouveau risque émergent qui est au niveau des entreprises. Le travailleur doit être protégé. Du travail va devoir s'assurer que l'employeur, qui est responsable pénal et civil et qui endosse toute la responsabilité en matière de santé et sécurité au travail,
notamment la responsabilité pénale, l'inspecteur donc va vérifier si cet employeur place le minimum requis en termes de protection des salariés à l'occasion de la reprise du travail. Et l'ancrage existe depuis 1988. Nous avons donc cette option générale d'assurer la santé et la sécurité aux travailleurs à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. La loi 88-07 donc a mis en place cette obligation et elle a été développée à travers d'autres textes, notamment ceux de 2005, par rapport donc à la mise en place d'un certain nombre de normes et de mécanismes structurels internes. Merci, c'est Rachid. Notre ami Kourish Nasreddin nous rappelle les dispositions du décret exécutif 2070, d'ailleurs l'un des décrets de base, après le 2069 du 24 mars 2020, qui ne prévoit pas expressément la mise en congé exceptionnel des femmes, à l'instar de la fonction publique. Tout à fait. C'est une disposition qui a été élargie au secteur économique par le dit décret 2070. Donc, notre ami Farouk Omar pose aussi une autre question. Quel est le rôle de la CNAC durant cette période, surtout pour les travailleurs des établissements économiques privés? Monsieur Kinan, pour le moment, la CNAC n'a aucun rôle par rapport à la crise actuelle. Et il me semble que de par déjà sa dénomination, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elle va être impliquée dans un projet peut-être de prise en charge des pertes. Nous les conclusions de la récente commission, sous-commission qui a été mise en place. Nous en avons parlé à notre dernier webinaire. Nous sommes très satisfaits de voir Monsieur le Premier ministre installer la commission donc qui va devoir essayer un petit peu d'évaluer en collaboration avec les syndicalistes et du patronat et des travailleurs salariés, des organisations syndicales et du patronat, pour les meilleures formules d'indemnisation ou de prise en charge ou d'aide ou d'assistance. On verra donc les conclusions de cette commission. Mais pour le moment, la CNAC reste dans le cadre juridique qui lui a été établi, à savoir la prise en charge du chômage lié aux problèmes économiques de compression du personnel. Très bien, merci. Je pense, avant de poser une autre question de M. Doudou, M. Djilali Khiyati demande si le CP n'a pas donné son avis sur le projet du règlement intérieur. Quelle est la démarche à suivre? Nous allons considérer que le projet de règlement intérieur était mis en place dans les règles édictées par la loi. Donc, le comité de participation, s'il existe, doit donner un avis sur le règlement intérieur. C'est un avis, mais l'absence de l'avis nous renvoie vers un problème de procédure. L'inspecteur du travail devra rappeler à l'ordre l'employeur pour qu'il puisse donner l'occasion au CP d'analyser, d'étudier et de donner. Ce dernier a un délai de 15 jours pour présenter ses conclusions. S'il y a conclusion, l'inspecteur du travail devra les consulter comme étant un document intégré du dossier du projet de règlement intérieur soumis pour approbation. Et c'est un obstacle du point de vue légal à l'exercice
de la mission du comité de participation qui est sanctionnée pénalement par la 90-11. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Une autre question, c'est Dr Warek. Est-ce que le Covid-19 peut se propager ou bien peut-on parler de contagion de ce virus avant l'apparition des symptômes, fièvre surtout, sachant que la mesure prise par les entreprises est le thermomètre? Ben, écoutez, le virus est est autour de nous. Il est partout. Effectivement, il se propage sur les structures. Bon, bien sûr on parle beaucoup de sujets asymptomatiques, effectivement, qui peuvent être contaminants et qui sont malheureusement ceux qui posent le plus gros problème, parce que quand quelqu'un commence à avoir des symptômes, bien sûr, dès que quelqu'un a de la fièvre, ça ne veut pas dire que c'est un Covid, mais déjà, c'est pour ça qu'il faut se protéger dès que quelqu'un a la fièvre, de toutes les manières. Je vois dans certaines entreprises, pas uniquement les entreprises, j'ai vu dans les centres commerciaux, effectivement, les gens sont remballés parce qu'ils ont une fièvre légèrement élevée. Bien sûr que c'est un virus qui se propage, effectivement, qui se dissémine, et c'est là où on insiste beaucoup sur les mesures barrières, effectivement, surtout notamment la distanciation physique, effectivement le port de masque quand c'est possible, le lavage des mains fréquent, mais à condition effectivement que l'employeur mette à disposition effectivement des travailleurs des points d'eau pour qu'ils puissent se laver régulièrement. Ça, c'est effectivement très important. Voilà. Je voulais juste, M. Dridi, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait, Yassine Foudat, qui a insisté pour parler effectivement de la loi sur la santé de 2018 par rapport à l'ancrage juridique. Et j'ai dit juste effectivement que la loi de 2018 sur la santé a abordé la question de la santé au travail, effectivement, mais qu'elle n'a pas abrogé les dispositions de la loi 88-07. Mais elle ne parle que de la médecine du travail et de la santé au travail. Voilà. Donc, elle est complémentaire, effectivement, on n'en parle pas d'une manière explicite, mais l'ancrage juridique actuellement sur l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, c'est la loi 88-07, disons que c'est la loi cadre, et la loi sur la santé a apporté effectivement pas mal d'informations sur effectivement les objectifs de la santé au travail, mais qui peuvent être complémentaires avec les objectifs de la santé au travail tels que définis par l'article 12 de la loi 88. Docteur Warek, Monsieur Dridi, la médecine du travail n'est en fait qu'une partie du système de santé publique. Alors, le système de santé publique commence par la maternité, dans la protection de la femme, qui passe à travers la médecine scolaire et la médecine publique avec ses différents établissements de santé publique. Elle va également ensuite rentrer dans les entreprises et les établissements dans cet aspect de médecine du travail. En fait, c'est un système global de santé publique qui concerne une partie donc, de la population qui est la population active salariale. Donc, il faut intégrer la notion de la médecine du travail dans une notion beaucoup plus globale qui est effectivement la... Merci, M. Kinan, pour cet éclaircissement. Aussi, je tiens je suis du même avis de ce que vient de poster le professeur Kourish. Pour toutes les mesures réglementées par décret exécutif, distanciation, masque et autres, elles peuvent être imposées par l'employeur sans modification préalable du règlement intérieur. C'est une condition, je pense, qui est exigée par la loi. On est dans une situation exceptionnelle, donc il faut des réactions exceptionnelles. On gère exceptionnellement la situation. Une autre question de notre ami. Mais Monsieur Dridi, permettez-moi de rajouter
il y a un risque en termes de procédure. Quand on parle de règles de protection et du règlement intérieur en parallèle, on va vers l'extrême, c'est-à-dire que l'employeur va pouvoir éventuellement sanctionner. Une mesure de sanction peut aller jusqu'au licenciement, si c'est nécessaire. Et là, en face des dispositions de la loi relative aux relations de travail, ces mesures de sanction doivent être conformes aux prescriptions des règlements intérieurs, comme c'est prévu par la loi 90-11. Comme l'a conseillé et souhaité les plus hautes structures de notre pays, il est souhaitable de revoir pour certaines dispositions manquantes, notamment de cette situation particulière. Mais attention au problème de procédure lorsqu'il s'agit d'aller vers en l'absence du règlement. C'est ce que nous efforçons de dire depuis je dirais, la publication des deux décrets de base, le 2069 du 21 mars et le 2070 du 24 mars 2020, avec ces 13, voire 14 textes subséquents. On demande à l'ensemble des employeurs d'actualiser, de mettre à jour leur règlement intérieur, à travers des accords collectifs, pour ne pas être en porte-à-faux avec la réglementation et ne pas léser l'employé. Ça, c'est l'ensemble des appels qu'on lance à chaque fois que l'occasion se présente au niveau de l'INT, à travers nos experts, à travers les cadres de l'établissement. Nous insistons à ce que les choses se font dans les règles de l'art. Je continue par la question de Madame Awichette. Donc, comment considérer un travailleur contaminé par son collègue, contamination prouvée, en matière de prise en charge, surtout par l'employeur, en matière de rémunération, même si le décret y afférent exclut le maintien de la rémunération. Monsieur Kinan, s'il est à l'écoute, sinon, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, quelqu'un qui est contaminé par son copain, son camarade, est un accident de travail, à mon sens. Il va être pris en charge dans le cadre de la loi 83-13 sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Voilà. Très bien, parfait. Et il sera pris en charge dans le cadre, effectivement. Voilà. Pour ma part, quelqu'un qui est contaminé au milieu professionnel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il est considéré comme un accident de travail, par le fait ou à l'occasion du travail. Voilà. C'est la définition de l'accident. Merci, docteur. Donc, je reviens à la question d'un employeur, M. Doudou. Si cette pandémie dure plus longtemps, l'employeur doit faire cessation de contrat de travail à une partie des employés, vu la chute du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'elle prévoit la réglementation dans ce sens? Je pense que c'est des questions qui ont déjà été posées lors du premier webinaire sur la relation de travail en période de crise sanitaire. Néanmoins, si notre ami Rachid Kinan… Oui, je suis à l'écoute. Oui, je suis à l'écoute. En fait, c'est un que nous avons très au sein des services d'inspection du travail. Nous avons, pour ce qui est des licenciements économiques, notre fameux texte sur le volet social. Et là, dans les grandes d'introduction, il y a un lien direct entre la mesure de licenciement et le problème économique de l'entreprise. C'est vrai qu'à travers cette crise, il y a effectivement un problème économique, un problème dans les définitions. Nous ne sommes pas exactement dans la prévue par les textes de 1994. De toutes les façons, quel que soit l'ancrage juridique, il n'y a jamais compression sans négociation. Toutes les mesures de compression, de
C'est clair. de l'entreprise doivent passer par le dialogue de négociation. Même ça devoir aller vers la notion du volet. Dommage. Notre ami Rachid nous quitte à chaque fois. Oui, il y a vraiment un problème de connexion du côté de Annaba. Oui, tout à fait. Donc, moi, je tiens quand même à rappeler qu'il nous reste 5 minutes pour ce webinaire. Si nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble des questions posées, je rappelle que la foire aux questions du site web de l'INT reste toujours disponible. Nous répondons dans les 24 heures, 48 heures maximum à l'ensemble des questions qui sont posées. Donc, comme je l'ai déjà dit, cette foire aux questions, c'est des cadres, des anciens cadres de l'INT qui répondent. Donc, vous pouvez poser vos questions. Nous restons toujours à l'écoute. Nous assurons nos missions de service public en direction des employeurs et même des employés. Voilà. Donc, Monsieur Kinan, donc, avant de clôturer notre webinaire, je tiens quand même à remercier nos deux intervenants, Dr Warek, Monsieur Kinan, pour leur précieuse contribution. Je remercie aussi l'ensemble des participants et des participantes pour leur, je dirais, leur disponibilité et de nous avoir accompagnés. Les prochains webinaires seront affichés, donc nous resterons dans cette logique Covid-19. On terminera peut-être dans les 15 jours à venir par un webinaire sur le rôle de la sécurité sociale durant la pandémie, durant la crise sanitaire de Covid-19. Et le management de cette situation terminera par aussi le management de cette crise. Les managers, quelles sont les réactions, comment doivent-ils gérer ces situations. Donc, un dernier mot, docteur Warek, monsieur. Bah oui. Alors, moi, je voulais réitérer mes remerciements ainsi que ton staff et nos amis d'Emploatique pour ces webinaires très enrichissants. Et je remercie aussi tous les participants, notamment des participants extrêmement intéressants et des commentaires très intéressants. Et il y a mon ami Dr Habshi qui en a fait pas mal. Je lui en remercie. Et je terminerai juste pour dire qu'une bonne organisation répondant à des normes managériales avec le respect de la législation et de la réglementation en vigueur sera le gage de la réussite d'un plan de prévention contre le risque sanitaire dû à la COVID-19. Voilà, c'est extrêmement important d'être vigilant et de mettre en place quelque chose qui va nous aider effectivement et qui va éviter en tout cas la catastrophe. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dr Warek. Encore une fois, pour ma part, je tiens à insister sur le respect des mesures, je dirais, préventives, la distanciation, le port de masque, le lavage des mains. C'est très important. Il faut penser à tout le monde, il ne faut pas être égoïste. Donc, c'est très important pour préserver nos proches, nos amis, nos collègues. Soyez, s'il vous plaît, conscients de la chose. Merci beaucoup. Dernier mot, Monsieur Kinan, s'il vous plaît. Je remercierai Monsieur Dridi, l'institution initiative de partage qui est très importante. La notion de l'organisation de la santé, mais la notion donc, de la santé et sécurité dans notre espace nécessaire. Essayons donc d'être beaucoup plus pratiques, de prendre en charge la situation par nos mécanismes d'évaluation du risque professionnel en considération ce nouveau risque.
solidaire. Faites appel là où vous êtes, elle va faire le maximum pour vous donner aide et assistance. Le réglementaire, il est très important, essayez de le revoir. Je crois, je parlerai au nom de M. Delidi, l'Institut national du travail peut apporter sa contribution dans le cadre donc pour mettre à jour les règlements intérieurs. C'est une situation qui est très très importante, mais qui va rendre un service énorme à la santé et sécurité des travailleurs. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage. Soyez vigilants, faites attention à vous et bonne santé à tous. Merci, M. Kinan. Un dernier mot aussi. Merci à l'Armée Blanche pour tout ce qu'elle fait et continue de faire pour les Algériennes et les Algériens. Je tiens à rendre un hommage. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font. Grand bravo pour l'Armée Blanche. Merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.